Bonjour encore à toutes et à tous. Merci d'être là. Je sais que vous étiez déjà nombreux avec nous ce matin sur le bateau. Certains d'entre vous viennent d'arriver. Donc bienvenue à ceux qui n'étaient pas là ce matin et à ceux qui le sont maintenant. Donc merci pour votre présence, pour cet événement à l'occasion du 60e anniversaire de la signature des accords d'Évian. Un événement qui a vocation à revenir sur l'histoire, à mettre en avant les coulisses de cette histoire et notamment les coulisses suisses de cette histoire, et aussi de porter des regards croisés sur cette mémoire plurielle et particulière. Un événement organisé donc par l'association Djelbana que je préside, avec le concours du Global Studies Institute de l'Université de Genève et l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne, et un certain nombre d'autres partenaires que j'aurai l'occasion de nommer. Ce serait aussi trop long, mais notamment les librairies Payot qui sont présentes aujourd'hui. Vous les avez peut-être vues avec un stand derrière, et puis donc l'opportunité de découvrir les livres qui portent sur le sujet, les livres de nos intervenants, les livres de certains écrivains et auteurs qui sont présents aujourd'hui, qui le seront aussi demain. N'hésitez pas à aller les découvrir. Donc ce matin, on a abordé le rôle diplomatique de la Suisse dans les accords d'Évian. On va maintenant aborder plutôt le rôle plutôt officieux, les coulisses inofficielle peut-être des accords d'Évian, vous le verrez. On passera ensuite à 15h30 à une session sur la transmission des mémoires avant de clôturer cette journée avec un concert en fin de journée. Donc vous verrez que tout au long de cet événement, aujourd'hui et demain, on a eu le souci de vous offrir un panel d'intervenants variés. D'une part des témoins de première ligne, des personnes qui y étaient il y a 60 ans, qui ont joué des rôles divers, mais aussi les héritiers, leurs enfants, leurs petits-enfants, qui portent cette mémoire, qui ont quelque chose à dire, et puis des experts, des universitaires, des historiens qui creusent cette histoire, qui la fouillent, qui la mettent en avant, qui la comprennent et qui complètent aussi ces témoignages. Donc un panel d'intervenants variés, je l'espère riche. Voilà, bonne séance. Alors avant de passer la parole à Stéphanie Ginelski qui va animer cette première table ronde, je voudrais passer le mot à monsieur Thomas David, il ne faut pas que je me trompe, de l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Merci beaucoup. Alors d'abord, j'aimerais excuser le directeur de l'Institut d'études politiques, le professeur André Mack, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Alors lorsque Sarah Dekish et Leila Clouche nous ont approchés, Stéphanie Ginelski, Nicolas Blancel et moi-même, pour que l'Institut d'études politiques et donc l'Université de Lausanne soutiennent cette manifestation, on a tout de suite accepté pour 3 raisons. La première, elle est historique. Lausanne a joué un rôle dans la guerre d'Algérie. Alors je ne vais pas en parler parce que ça va être l'objet de cette table ronde, mais il était important pour cette raison que l'Université de Lausanne soit associée à cet événement. La deuxième raison, elle est historiographique. Jusqu'à la fin des années 2000, et on en a sans doute parlé ce matin, l'histoire de la Suisse est surtout écrite avec une perspective nationale en se focalisant sur le territoire suisse. Alors, il y avait parfois des recherches qui inscrivaient l'histoire suisse dans une perspective européenne, mais les territoires en dehors de la Suisse n'étaient pratiquement jamais mentionnés dans les livres d'histoire. Et l'argument était toujours le même, c'est que la Suisse n'avait pas eu de colonie, donc à quoi bon s'intéresser aux liens de la Suisse avec ces territoires? Et au début des années 2000, le paysage a commencé à changer, il y a eu des recherches qui ont commencé à s'intéresser au rôle de la Suisse dans le processus de colonisation européenne et de décolonisation. Il y a eu des recherches qui ont montré la participation de la Suisse et des Suisses à la traite et à l'esclavage. Et surtout, toutes ces études, et ça c'est vraiment le point important, montraient que ces aventures lointaines avaient eu un impact politique, économique, social et culturel en Suisse même. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut plus, à l'heure actuelle, faire une histoire de la Suisse sans adopter une perspective mondiale. Et les chercheurs et les chercheuses de l'Université de Lausanne ont joué un rôle dans ce tournant historiographique. Et puis il y a une troisième raison, et là je parle en mon nom, qui est plus de ce que j'appellerais l'engagement citoyen de l'université. À la fin des années 1950, mon père, pour échapper à son environnement, s'est engagé dans l'armée. Il avait 17 ans et pendant 2 ans, dans la marine, il a participé à la guerre d'Algérie. Ça a été un traumatisme et durant les 60 ans qu'on suivit, il a vécu avec ce passé douloureux et il n'a jamais voulu en parler. Et si je mentionne cet épisode très personnel, c'est parce que je pense que la guerre d'Algérie a eu un impact sur
les parcours de vie individuels, sur les trajectoires familiales d'un certain nombre de personnes qui sont présentes dans cette salle. Et c'est pour ça que je fais mention à cette référence à l'engagement citoyen de l'université. Lausanne est une ville cosmopolite. Plus de 40% de la population est étrangère. Le canton de Vaud, la proportion est de 33%. Et je pense qu'il est important que l'université soit associée à des manifestations comme celle-ci qui nous permettent de réfléchir à des événements qui ne figurent pas dans les livres d'histoire de la Suisse, mais qui ont eu un impact profond sur la mémoire collective de personnes et de communautés qui résident en Suisse. Et c'est pour cette raison, pour ces différentes raisons, que nous sommes très contents que l'Université de Lausanne soit associée à cette manifestation scientifique. Je me tais maintenant et je passe la parole à Stéphanie. Voilà, merci Thomas pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais directement, je crois, introduire nos invités, puisqu'il y a déjà, Sarah Dekish a déjà introduit un peu les enjeux principaux de cette table ronde. Thomas a fait une introduction aussi plus générale sur le renouveau de l'historiographie suisse. Je pense que c'était très important de dire quelques mots là-dessus, effectivement. Et donc, comme Sarah l'a dit, on va revenir maintenant dans cette deuxième table ronde de la journée sur le rôle un peu plus officieux, on pourrait dire, de la Suisse dans l'aboutissement des accords d'Évian. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'introduire nos 5 invités. Donc, on a la chance immense, je pense, on peut le dire, d'avoir 3 acteurs et témoins de l'époque qui nous intéressent et qui se sont impliqués et engagés fortement, personnellement, en prenant des risques très importants, aux côtés des Algériens qui luttaient pour l'indépendance. Alors, je vais commencer par vous introduire ces 3 personnes. Donc, à ma gauche, Niels Andersson, né en Suisse, à Lausanne, où il fonde en 1957 la maison d'édition La Cité Éditeur. Et tout de suite, son activité éditoriale est vraiment indissociable de son fort engagement militant. Pendant la guerre d'Algérie, il va soutenir la lutte du peuple algérien, mais aussi les insoumis et les déserteurs français. On aura l'occasion d'y revenir, mais il va notamment rééditer La question d'Henri Alleg et La gangrène, 2 ouvrages qui sont donc censurés en France et qui traitent de la torture en Algérie. Et donc Niels Andersson a véritablement contribué à donner aussi en Suisse un autre son de cloche en fait de ce que la France appelait alors les événements d'Algérie. Juste à côté de moi, à ma gauche, André Gazu, qui est dans les années 50 un jeune reporter photographe français qui va être appelé à l'armée pendant la guerre d'Algérie et qui va refuser de porter les armes et finir par déserter. On reviendra évidemment sur son parcours et sur son très fort engagement humaniste et anticolonial. Juste en quelques mots, on peut dire aussi que voilà, il déserte, il se réfugie en Suisse. Il entre comme caméraman à la RTS au début des années 60 et il va notamment couvrir la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne qui participe aux négociations pour les accords de cessez-le-feu. Et négociations qui va notamment prendre en photo. Je crois qu'on aura l'occasion de voir des photos à la fin de cette table ronde. Ensuite, directement à ma droite, Jean Mayera, dessinateur architecte et cinéaste au moment de la guerre d'Algérie, membre du Parti ouvrier et populaire et membre du conseil communal d'Yverdon au début des années 60, très fortement engagé aussi et anticolonialiste convaincu. Ça va l'amener à rencontrer des personnes engagées contre la guerre en Algérie. Il va s'engager plus concrètement, personnellement, en aidant la résistance algérienne et en transportant vers la France le journal El Moudjahid, donc l'organe du FLN, qui est bien sûr frappé d'interdiction sur le territoire français. Jean Mayera sera malheureusement contrôlé à la frontière et condamné à 1 année de prison. Et puis nous aurons en plus donc, de ces acteurs de l'époque 2 invités qui vont nous apporter un éclairage scientifique sur le sujet qui nous intéresse. Donc à côté de Jean Mayera, Rémi Baudoui, qui est historien et politiste et professeur à l'Université de Genève, et qui a un parcours, comme il le qualifie lui-même, d'éclectique, dont on peut dégager quelques axes principaux. Alors, il s'est intéressé notamment aux conflits et processus de paix, entre autres au Maghreb et au Proche-Orient.
surtout sur le XXe siècle, dans une perspective de relations internationales. Et il a publié 2 articles qui reviennent plus spécifiquement sur le lien de la Suisse avec le conflit algérien et la guerre d'indépendance. Un qui revient sur plutôt la politique suisse des bons offices et l'autre qui revient sur l'émigration politique algérienne en Suisse de 1956 à 91. Et puis, last but not least, comme on dit, François Vallotton, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne, spécialisé en histoire culturelle et des médias, alors qui a notamment été en contact étroit avec Niels Anderson d'une part, puisqu'il a dirigé un livre consacré à la maison d'édition La Cité et à l'engagement politique de Niels Anderson. François Vallotton a par ailleurs collaboré au livre sur Henri Cornat, imprimeur et éditeur à Yverdon, humaniste, militant politique, qui, comme Niels Anderson, va publier des textes favorables à la cause algérienne, qui est ami proche aussi de Jean Mayera à ma droite. Et je mentionnerai encore qu'à l'occasion de cette conférence, François Vallotton a travaillé étroitement avec la RTS pour la valorisation et la mise en avant des archives de la RTS en lien avec le thème qui nous préoccupe. Donc voilà, on a 1 heure devant nous pour échanger et ensuite on prendra aussi un moment pour les éventuelles questions que vous pourriez avoir au sein du public. Alors, pour commencer, j'aimerais peut-être donner la parole à Monsieur Baudouis et afin de revenir en fait sur le rôle de manière générale de la Suisse comme ce que certaines personnes ont appelé plaque tournante. Vous-même, je crois que vous utilisez cette expression dans un de vos articles. Donc la Suisse comme plaque tournante des déserteurs français et des militants indépendantistes algériens. Et donc peut-être vous pouvez nous éclairer déjà, Monsieur Baudouis, sur l'émigration algérienne en Suisse pendant la guerre d'Algérie et sur le rôle de la Suisse comme base arrière du FLN. Merci beaucoup. Oui, je vous donnerai donc quelques éléments d'éclairage. Je dois dire, suite à la discussion qu'il y avait eu ce matin, que l'on doit remercier la Suisse pour avoir ouvert ses archives, qui permettent quand même, aujourd'hui, c'est un des pays qui permet d'avoir une information relativement conséquente et précise sur l'évolution de la situation de la guerre d'Algérie, vue bien sûr depuis la Suisse, mais avec, dans une perspective, je dirais déjà, de relations internationales. Donc là, on a vraiment une chance très importante. Alors, pour ce qui concerne le sujet que vous me demandez de traiter, je vais aller assez vite, mais il me semble qu'il y a 2 périodes à distinguer. La première qui va à peu près de 54 à 57, et la seconde qui va faire en gros de 57-58 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Pourquoi je les distingue? Parce qu'on pourrait dire qu'il y a 2 logiques migratoires sensiblement différentes. Et ça rejoint la discussion qui avait eu lieu ce matin concernant sur le souhait, au fond, des résistants algériens de passer très vite à la paix. La première période, c'est une période où on vient logiquement, bien sûr, en Suisse pour les raisons qu'on connaît, la neutralité suisse, la mansuétude, je dirais, générale à l'égard, effectivement, de ces combattants de la liberté, la bonne réception critique de ces individus, la neutralité suisse aussi qui permet de venir se réfugier, mais on vient surtout, au fond, dans la première période, pour venir tracter, venir au fond construire quelque part à distance, depuis la Suisse, depuis Genève, depuis Lausanne, de construire la résistance. Donc la Suisse, ce n'est pas un lieu où on va émigrer, ce n'est pas un lieu où au fond, ce n'est pas une migration, c'est-à-dire que c'est un lieu de passage. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce lieu de passage, il va fonctionner avec la logique de l'hôtel. On va à l'hôtel. Hein. À Genève, c'est connu, il y a l'hôtel Cornavin, l'hôtel Métropole. On descend directement de la gare, on va à l'hôtel, on se rencontre entre Algériens et on traite des questions qui concernent l'histoire, le développement de la résistance et la constitution du gouvernement provisoire algérien. Donc, c'est pas une migration. On a des passeports. Alors, il y a 3 types de passeports. Il y a le passeport marocain, il y a le passeport tunisien, il y a le passeport français et il y a le passeport égyptien. Et là, je rappellerai aussi l'importance, il ne faut pas l'oublier, ça a été dit aussi ce matin, mais l'importance de l'Égypte comme un lieu, au fond, constitutif de la résistance algérienne avec le régime nassérien, que détestait bien évidemment le gouvernement français. Donc on passe à l'hôtel, on reste quelques jours, on cherche à construire ces relations diplomatiques, ces relations politiques, et même Ferhat Abbas, qui passe aussi à Genève, ne s'y installe pas, il ne vient pas s'installer. On est sur une logique de passage, et ce lieu de rencontre, il permet à la fois de venir d'Égypte, à la fois de France, éventuellement d'Allemagne ou d'autres pays, mais aussi d'Algérie. Ça, c'est la première période. Donc c'est une période de labilité
sur une population qui, apparemment, d'après les chiffres que l'on a et d'après les enquêtes, je dirais, de police, n'évolue pas en termes quantitatifs. On évalue au début des années 53-54 la population algérienne avec les passages au total autour de 1000 personnes, dont, il faut rappeler, ça, on en avait discuté aussi en aparté, dont entre 600 et 700 étudiants. 600 et 700 étudiants algériens en Suisse, c'est considérable, parce que ça veut dire qu'il y a un relais qui s'instruit, qui se construit avec les dirigeants politiques, et il y a une interface qui se construit. Ça, c'est la première période. Deuxième période, j'allais dire, elle commence effectivement, alors c'est compliqué à définir, mais elle tourne autour de 56-57, au moment où la résistance algérienne s'est construite, le gouvernement provisoire va apparaître, et là, il y a une pression politique beaucoup plus forte qui fait évidemment qui induit le fait que cette terre suisse peut devenir une véritable terre d'accueil. Et là, la question n'est plus simplement, il y a deux enjeux dans cette terre d'accueil. Il y a l'enjeu de fuir, évidemment, la violence policière et la violence des services de la France, qui fait qu'on peut venir se réfugier. Et la deuxième dimension, c'est l'organisation de la lutte dans une dimension beaucoup plus importante. Et c'est là où moi je mets, évidemment, ce que certains appellent les porteurs de valises, c'est-à-dire ce réfléchissement à la société civile. Alors cette deuxième période, elle va éclater la logique, j'allais dire, elle va détruire cette logique hôtelière quelque part, parce que le symbole, c'est la pension du Bois Fleuri, qui est la grande pension où, évidemment, on est dans la banlieue de Berne, on peut se cacher, on peut venir circuler plus facilement. Et là, on a toute la mise en place d'un dispositif où, au fond, on peut plus en profondeur, au fond, où la question de la profondeur est beaucoup plus importante pour les tractations. Et c'est là où l'on voit, par exemple, Ferhat Abbas venir s'installer. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, la première fois, il vient, il passe. La deuxième fois, il vient s'installer. Il laisse sa famille à l'étranger et lui vient se cacher en Suisse. Et là, c'est la deuxième dimension qui apparaît. Alors, c'est la dimension, donc, du coup, beaucoup plus profonde, beaucoup plus constructive, dans le sens où, bien évidemment, il y a le lien avec les étudiants, il y a le lien avec le gouvernement républicain algérien, il y a le lien avec les réseaux Janson, les réseaux Curiel. Il y a toute cette construction territoriale et spatiale qui est plus lourde. Mais là aussi, la politique, je dirais, des autorités fédérales évolue aussi sensiblement. C'est-à-dire que la première partie, au fond, il y a une bienséance qui arrange tout le monde. La deuxième partie, on voit quand même que des interrogations politiques commencent à surgir sur la présence des Algériens en France. En Suisse, notamment parce que les autorités françaises militaires, les autorités civiles commencent à aller reprocher aux autorités fédérales suisses une certaine forme de mansuétude. Donc là, on voit un dispositif, au fond, qui est plus le dispositif, j'allais dire, un peu sympathique du début. Je rappelle que quand Ben Bella vient la première fois, pendant cette fameuse Coupe du Monde, on s'interroge, on va interroger Ben Bella et on lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Ben Bella dit « Écoutez, moi, je suis amoureux d'une jeune Suissesse, je veux vivre ma vie avec la Suissesse, laissez-moi tranquille. » Ah bon, ok, donc on copie simplement la phrase. La deuxième partie, elle est quand même beaucoup plus complexe, parce qu'elle rentre dans une géopolitique internationale dans laquelle la neutralité suisse pourrait être mise à épreuve, avec d'un côté un soutien trop affirmé à la résistance algérienne, et de l'autre côté des sollicitations politiques beaucoup plus fortes et même, je dirais, sécuritaires du gouvernement français. Donc c'est le passage de l'un à l'autre. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne entrée en matière pour placer un peu le contexte général. Donc la Suisse, comme plaque tournante des Algériens qui sont de passage ou qui s'installent plus durablement en Suisse. Mais la Suisse accueille aussi des déserteurs français, dont évidemment André Gazu. Alors André Gazu, vous faites partie des objecteurs de conscience et déserteurs français. Et j'aimerais peut-être vous passer la parole maintenant et vous demander comment vous avez pris la décision de déserter. Vous parlez notamment dans le texte que vous avez écrit pour le livre collectif qui a été publié à l'occasion de cette conférence, d'un choc en 1956 qui va véritablement changer votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, en décembre 56, je suis un jeune reporter photographe stagiaire dans un mensuel qui s'appelle Réalité. Et il y avait une tradition, lorsque chaque reporter revenait, c'était de montrer son travail. Et là, Jean-Philippe Charbonnier, qui était un reporter excellent, nous montre un grand tas, comme ça, une pile
de photos, très bonnes mais conventionnelles sur l'Algérie, et un tout petit tas comme ça, une quinzaine de photos, et il met sur la table et il dit « mais c'est ça aussi la guerre d'Algérie ». Et je découvre ces photos, c'est des photos de torture pratiquées par l'armée française par l'intermédiaire d'appelés en présence d'un officier. Pour moi, c'est le choc. 11 ans après la fin de la guerre mondiale, la France se conduit comme les SS sur le plan de la répression. Donc pour moi, c'est inadmissible. Je me dis, jamais je ne serai le nazi des Algériens. Et à partir de ça, commence tout un travail de lecture. Et par exemple, je découvre qu'en 1945, quand l'ONU renaît, eh bien, dans sa charte figure une condamnation du colonialisme. Je me dis, tiens, mais même l'ONU... Alors donc, moi-même, qui suis proche des milieux non violents, je suis, si vous voulez, un non-violent anticolonialiste. Et quand j'arrive à l'armée aux 3 jours, je dis, j'accepte l'uniforme, mais j'accepte pas les armes. Et de ce fait-là, on me conduit à un supérieur commandant qui me dit, ah mais vous savez, là-bas, on défend la civilisation occidentale et chrétienne contre la violence des musulmans et contre le communisme international. Bon, et alors, il y a un texte qui prévoit que dans ce cas-là, il n'y a pas de statut des objecteurs en France à l'époque, je serai versé comme infirmier parachutiste. Je passe sur l'épisode pour mon brevet de saut, qui n'a pas été très simple. Sauter, c'était formidable, mais être parmi les paras, ça n'était pas. Bon, mais après, je dois faire un stage d'infirmier. Là, l'ambiance est complètement différente, et je retrouve des camarades qui ont fait le même choix. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire un travail à l'intérieur de l'armée. Bien que le Parti communiste ait dit que c'était Thorez qui citait Lénine, que chaque combattant communiste part à toute guerre, même dans une guerre réactionnaire, pour faire son travail de communiste. Bon, Thorez n'a jamais expliqué qu'est-ce qu'on devait faire. Du côté catholique, eh bien, les chrétiens doivent conscientiser leurs voisins, leur montrer ce qui est bon, etc. Bon, donc il n'y avait pas de consigne. Et Pierre Boisgontier, qui avait été président des étudiants de l'UNEF à Nancy, me dit, j'ai des contacts à Paris, et nous partons en fausse permission, nous assistons pour la Pentecôte 60 à une réunion clandestine où il y avait un peu plus de 100 personnes. On ne parlait pas avec notre nom, nous avions des numéros, et se retrouvaient aussi bien des trotskistes que des communistes en rupture, que des non-violents, que des chrétiens de gauche, que des anarchistes. Ça a duré 2 jours, on n'a pas pu se mettre d'accord, mais la chose saine, je dirais, ça a été décidé, chaque groupe, chaque personne va dans le même sens, car ça va dans le sens de la négociation et pas simplement du slogan « paix en Algérie ». Et puis, oui, il faut que je signale, nous avons eu brièvement une visite de Jeunes Résistance par un déserteur qui était venu, je pense, de Suisse, et puis d'un représentant de la Fédération de France du FLN, et puis des étudiants algériens. Bon. Et voilà que, rentré dans mon corps, je vois qu'il y a eu des arrestations à Paris, et à l'époque, ils publiaient les photos, et je reconnais
un des camarades qui était là, qui venait d'être arrêté. Donc, je suis retourné en fausse permission à Paris pour essayer de savoir si on avait été fliqué. C'est là que je me suis fait arrêter. Après, c'est interrogatoire, retour dans mon corps, en mois de cellule, et on me met dans un camp disciplinaire. Et là, je remercie les gens qui boivent. Il y avait aussi un adjudant en infirmerie qui, à 7 heures du matin, tremblait comme ça parce qu'il était déjà ivre. Il m'a dit, écoute, c'est une sacrée journée pour toi, viens t'arrêter. Je dis, quoi? Ben, la sécurité militaire, ta fausse perme, elle n'était pas gratuite à Paris. Alors, tu ne fous pas le camp. Je dis, mais écoutez, l'adjudant, vous semblez fatigué ce matin, laissez-moi faire les piqûres. J'ai fait les piqûres, c'était l'été, je suis passé à pied en Allemagne, puis après en train en Suisse. Je suis arrivé à Lausanne et je crois que le lendemain, j'ai été voir Niels, parce que je pensais bien que éditeur, il était un éditeur engagé comme Maspero. Il m'a très bien reçu, il m'a dit, écoutez, vous posez la question, est-ce que j'ai des connaissances avec les gens d'une résistance? Écoutez, je vais voir si parmi des gens que je connais, revenez d'ici quelques jours. J'ai jamais su après parce que tu m'as vu, vous voyez, et puis de là, elle est toute notre amitié. Mais il a été, Niels, le premier que j'ai rencontré. Voilà. Alors, tout ça pour dire, le groupe de jeunes résistance qui était constitué de Français de toute obédience religieuse, politique, c'était essayer de peser sur la population française. Et puis, au départ, les gens qui ont été là et qui étaient souvent à Yverdon se sont trouvés expulsés. Moi, j'ai eu la chance en arrivant en 60, c'est la deuxième étape et il n'y a pas de problème. Je voudrais juste ajouter une chose qui n'a rien à voir. Moi, je suis très ému quand on commémore la fin de la guerre d'Algérie par les accords d'Évian, parce que je me dis, on est dans cette salle pendant qu'à 1200 km, les bombes tombent. Et c'est bien ça. Pour beaucoup d'entre vous qui avaient un lien avec l'Algérie, on voit comment, avec plusieurs générations, c'est pas simple. Et je dirais, je souhaite qu'il y ait une négociation pour l'Ukraine, mais là encore, un conflit ne se termine pas quand les armes se taisent. C'est ça qui est triste. Vous pouvez garder. Merci beaucoup, André Gaziou, pour votre témoignage et qui me permet du coup peut-être d'enchaîner alors sur les mobilisations des Suisses, cette fois en Suisse, avec les témoignages de Niels Anderson et Jean Mayera. Vous faites vraiment partie des Suisses qui se sont personnellement engagés en prenant de sérieux risques pour l'indépendance de l'Algérie. Alors peut-être Niels Anderson, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment se passait votre engagement en tant qu'éditeur à l'époque contre la guerre d'Algérie? Oui, mon engagement, je tiens tout de suite à dire une chose. Au moment où j'ai édité La Question, qui est le premier acte d'engagement concret sur la question de la guerre d'Algérie, je n'avais jamais rencontré d'Algériens. Parce qu'en Suisse, il n'y avait pas, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de contacts. Si j'ai eu conscience de ce qu'était le colonialisme, c'est par la lecture. Et par la lecture, une lecture essentielle pour moi a été un journal qui appelait à l'époque l'Observateur, qui a beaucoup évolué depuis et qui n'a plus grand-chose à voir avec le journal initial qui était celui de Claude Bourdet et de Roger Stéphane et Hector de Galard, et qui m'a formé à la question coloniale. Que nous aussi, là, en Suisse, on ne parlait pas. Ce n'était pas un pays colonisateur. Et c'était notamment à travers la guerre du Vietnam. Donc, quand la guerre d'Algérie a commencé, c'était ça mon école et ma compréhension du problème de la lutte de libération du peuple algérien. Donc,
quand la question est interdite, puisque c'est comme ça que tout a commencé pour moi, quand la question est interdite, j'ai été voir Jérôme Lindon aux éditions de Minuit, qui était l'éditeur, et je tiens à souligner l'importance de Jérôme Lindon, parce que s'il n'avait pas été là, la question n'aurait jamais été publiée. Le livre n'aurait jamais été publié. L'alternative qui avait été proposée, c'est que ça soit un cahier du secours populaire. Hein, donc, on imagine la diffusion qu'aurait pu avoir un cahier du secours populaire, comme il y avait les cahiers de témoignages chrétiens qui se diffusaient, mais enfin, qui n'avaient pas du tout le même écho. Et Lindon est le seul éditeur français qui a pris l'initiative et le courage d'éditer ça pour, comme il le dit toujours lui, je ne fais pas ça pour les Algériens, je fais ça pour l'honneur de la France. Donc, je le vois, je le rencontre, et il me dit, est-ce que c'est possible d'éditer le livre en Suisse? 2 raisons à cela. La première, pendant la guerre, les éditions de Minuit, qui étaient déjà une édition clandestine, plusieurs de ces ouvrages avaient été réédités en Suisse. Il y avait 3 éditeurs, il y avait les portes de France dans le Jura, il y avait la Baconnière à Neuchâtel, il y avait les presses universitaires de Fribourg, à Fribourg, qui avaient réédité des textes interdits en France sous l'occupation. Il m'a dit, en 39-45. oui. Et symboliquement, il m'a dit, c'est important, si la question peut reporter en Suisse, ça serait une symbolique par rapport à la résistance et l'occupation, qui était seulement 10-12 ans avant. Et deuxièmement, il faut montrer au gouvernement français qu'il peut saisir, ça ne sert à rien. Très objectivement, j'ai dit tout de suite oui, sans savoir quel serait l'éditeur suisse qui le reprendrait. Et puis, la solution a été trouvée pendant le voyage de retour depuis Paris. À l'époque, c'était un train de nuit, on en partait le soir, on arrivait le matin. Je me suis dit, je ne vais pas aller chercher un éditeur suisse, je ne vois pas lequel le fera. Et si je vais parler, on va inventer le projet, et ensuite, dans 1 mois ou 2, on aura un refus, et donc on perd du temps. Donc je suis rentré en me disant, je vais le rééditer moi-même. C'est comme ça que ça a commencé. Alors après, l'engrenage va très vite. Dans la semaine qui a suivi, après la publication de la question, comme toi tu es venu, parce que bon, ça te semblait un point de chute, je suis contacté par Louis Aurand, qui est un des 3 fondateurs du mouvement Jeune Résistance, avec Jean-Louis Hurst-Maurienne et Gérard Meyer, qui était à Yverdon à cette époque-là. Je n'ai jamais su pourquoi ils avaient abouti à Yverdon en venant de France, mais enfin, Yverdon est devenu un centre de Jeune Résistance. Je crois qu'il y avait le rôle de Cornaz comme imprimeur, qui avait été le premier qui avait réédité la plateforme de la Soumam et d'autres textes. Et qui viennent me dire, bon, d'accord, c'est bien, est-ce que vous êtes d'accord de nous aider comme insoumis, déserteurs, dans notre action? Là, on peut être éditeur sans se sentir concerné par ce qu'on édite. Ce n'est pas mon rôle. Si j'éditais, j'étais solidaire aussi de cette lutte-là et d'un engagement. Il faut savoir ce que ça signifiait de déserter et d'être insoumis pour un jeune Français de 20 ans ou 22 ans, enfin, un des rappelés. Hein. Si l'Algérie n'avait pas été indépendante, ils étaient exilés à vie. Hein. C'était ça l'enjeu, hein, de ce choix fait. Et puis, dans les jours qui ont suivi, j'ai été contacté par Robert Davzy, qui était un prêtre de la Mission de France, mais condamné à 10 ans par contumace pour aide au FLN, et qui était donc en Allemagne, et qui est venu me demander, est-ce que vous êtes d'accord aussi d'aider le FLN, au-delà des insoumis déserteurs? Et là, j'ai eu la même réponse, oui. Donc, tout est parti de là. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé d'Yverdon notamment, ce qui fait une excellente transition avec peut-être le témoignage de Jean Mayera. Je vais vous poser en fait la même question en fait. Hein. Comment se passe pour vous cet engagement politique en faveur de la lutte d'indépendance pour l'Algérie de votre côté? Alors, je suis comme Niels Anderson. Je ne connaissais aucun Algérien, sinon 2 étudiants qui étaient à Lausanne et faisaient des études de physique. Mais à part cela, nous avions une formation politique. Vous savez, Yverdon, c'était une ville ouvrière, sans grands théoriciens politiques. C'était vraiment la ville ouvrière type.
Et donc, nous étions au courant de ce qui se passait dans le monde et nous avions un point de vue sur l'histoire et nous savions que le colonialisme était quelque chose de peu recommandable, même de cruel, si malheureusement une grande partie de notre population était engluée dans un ethnocentrisme qui considérait que les troupes occidentales allaient apporter la culture à ces pauvres Africains. Donc, au moment où on me demande de transporter des journaux, c'est le moment de vérifier de la valeur de nos convictions. On ne peut pas dire non, trouver des excuses. Facile de trouver des excuses. Mais il se trouve que j'en ai pas. Je n'ai pas eu l'idée d'en trouver parce que ça me paraissait tellement naturel que d'aider un peuple qui cherchait à exister en tant que tel. Parce que les Algériens, j'ai été frappé dans le livre de Camus, Le Premier Homme, qui est un livre magnifique d'ailleurs. Jamais on parle d'Algériens là-dedans. Il y a les Français et les Arabes. Il n'y a pas d'Algériens. Il n'y a aucune conscience, à part celle des Algériens progressistes, de la nécessité de former, de se rendre indépendant et de former une nation auquel chaque peuple a droit. Donc, je transporte mes journaux à bord d'une voiture. Malheureusement, après coup, le consul de Besançon a dit « Mais quand on fait des transports comme ça, il faut prendre une Mercedes. » Malheureusement, nous n'avions qu'une malheureuse 2 chevaux. Voilà. Et la deuxième fois où je fais ce transport, je suis arrêté par un jeune douanier. On a inventé 36 000 suppositions que nous avions été dénoncés, etc. Ce qui est une absurdité. C'est simplement que si on veut faire quelque chose de clandestin, il ne faut pas être un émotif. Parce que là, vous allez être trahi dès le moment où vous passez la frontière avec quelque chose qui n'est pas légal. Les douaniers, ce sont des fins psychologues. Peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup. Et ils arrivent à repérer si on est à l'aise ou pas. Et ils disent, bon, on va voir ce que vous avez dans votre voiture. Voilà. Et il y avait, je ne sais pas, quelques centaines, 400 ou 500 journaux El Moudjahid. Bon. La preuve que nous n'avons pas été dénoncés, qu'il n'y a pas eu un complot, etc., c'est que la deuxième voiture qui suivait, avec également un chargement de El Moudjahid, a passé la frontière, etc., sans problème. Donc, s'il y avait eu des complots, des trucs douteux, il y aurait eu une surveillance systématique. Bon, je ne veux pas m'étendre très longtemps sur ce que j'ai subi. Ce n'était pas la torture, mais c'était des sévices quand même assez violents, et surtout dans une atmosphère assez tragique et difficile, parce qu'à cette époque, la Suisse n'était pas tellement vue de la part des partisans de la lutte française en Algérie. Et il disait, ce petit Suisse, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous là, avec ses journaux, etc. Si bien qu'il y avait une atmosphère extrêmement agressive. Voilà, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je veux plutôt vous parler de la découverte que j'ai eue dans la prison de Besançon. Nous avons été condamnés, moi j'ai été condamné à 1 an de prison le 30 septembre 60, et mon épouse a été libérée elle a fait, sur la durée de la préventive. Voilà. Et je vais découvrir l'organisation du FLN en prison. Et c'est cela qui m'a subjugué et qui m'a, renforcé dans mes convictions que c'était un peuple qui avait une organisation capable de conduire ce peuple à l'indépendance. Il y avait une dignité chez ces militants exemplaire.
il y avait un sérieux chez ces militants rare. Chaque matin, nous nous réunissions. Moi, je n'étais pas obligé de participer à cela, mais tous les détenus se réunissaient dans une cellule extérieure de la prison. Et il y avait une longue minute de silence pour les combattants d'Algérie. Ensuite, ils chantaient l'hymne national algérien, qui est assez beau, je le connais, mais je ne vais pas vous le chanter maintenant. Et il passait ensuite un ordre du jour pour résoudre les problèmes du quotidien. Voilà. Il y avait une discipline très sévère. Parfois, il y a même eu des tribunaux qui condamnaient tel détenu à recevoir une paire de claques. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu un comportement antisportif, parce qu'il avait eu des mots grossiers, parce qu'il avait eu un comportement, aujourd'hui on dirait, incivil. Donc vous voyez c'était vraiment une vie extrêmement difficile, sérieuse, animée par tous les événements de l'époque, puisque c'était 60-61, où là il y a eu des événements extraordinaires. Et le 1er novembre, je me souviens, manifestation extrêmement émouvante. Tout à coup, ils ont déployé le drapeau algérien qu'ils avaient fabriqué de briques et de broc, ou il leur était parvenu, je ne sais pas par quelle voie. Et là, je dois dire que c'était un moment assez étonnant de voir ce peuple qui se reconnaissait, qui était sous un symbole nouveau pour eux, palpable, et qui les réconfortait, qui ajoutait à leur conscience politique de manière extraordinaire. Ça, c'était un moment assez magnifique. C'est des choses qu'on ne perçoit plus beaucoup dans nos sociétés, de la consommation, où les nécessités étaient tout autres que celles du peuple algérien qui devait conquérir son indépendance. Alors, ce qui nous animait aussi, ce qui faisait de notre vie pas un agrément, mais un intérêt, c'était les actualités politiques. Je n'avais pas le droit d'être abonné à l'Humanité, mais j'étais abonné au Monde. Alors, si vous lisez Le Monde, vous avez déjà pas mal de temps pour vous informer. Alors, il y a eu l'événement extraordinaire, c'était Gagarine. On a parlé évidemment de cet événement. Il y avait l'évolution de la lutte armée en Algérie et ailleurs dans le monde. Et il y a eu au printemps le fameux putsch des généraux félons, appelé ainsi par le président de Gaulle. Donc, il y avait vraiment une vie, je ne veux pas dire intellectuelle, mais enfin culturelle, on pourrait dire, assez extraordinaire. On ne parlait pas de religion. Je n'ai jamais entendu des problèmes avec l'islam et autres. Par contre, il y avait un détenu, un détenu âgé avec des belles moustaches à la Clémenceau, qui me disait « Diou, il a une canne à pêche à 5 francs et lentement, il tire l'humanité. » Voilà. J'ai trouvé ce petit témoignage assez adorable. Il y avait, par contre, quand il y a eu notre Gagarine dans l'espace, nous avons parlé évidemment des planètes qui entourent, etc., notre univers. Et on parlait des 9 planètes. Et voilà qu'il y a un gars qui nous dit « Ah, il n'y a pas 9 planètes. Le Coran dit il y a 5 planètes. » Voilà, impossible de lui faire changer d'avis, mais enfin, ce n'était pas très important. Il y avait un autre témoignage d'un soldat, d'un détenu, d'un camarade ou d'un frère, s'appelait frère entre eux, qui avait été soldat dans l'armée française. Il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont été mobilisés dans l'armée française. Il avait participé à la détresse, on peut dire détresse,
à la débâcle de 40, elle nous racontait combien les mères de famille françaises s'accrochaient à ces soldats algériens parce qu'ils étaient menacés par l'avance des troupes allemandes. Et là, il nous racontait cette histoire assez bouleversante. Il nous racontait aussi qu'en 1945, il était toujours soldat, il avait fait la campagne d'Italie. Un jour, ils ont été désarmés. Pourquoi avaient-ils été désarmés? Parce qu'ils ont appris 2 jours après d'être désarmés, qu'il y avait eu le massacre de Sétif. Voilà. Que dire encore? 2 choses. Au début de mon incarcération, on se dit, mais comment ma famille va vivre? Bon. Et on s'aperçoit qu'il y a un mouvement de solidarité dans toute la Suisse. Magnifique. Il y a un médecin yverdonois de droite qui sonne à la porte de notre camarade Schönhardt, qui récoltait les sommes de soutien, qui dit voilà 100 francs pour Mayra. Donc, l'appréciation de notre geste, était très diversement perçue dans la population. À tel point que, par exemple, notre ami Corna, dont on a parlé, l'imprimeur, n'osait pas dire qu'il était avec les enfants Mayra à cette époque. Parce que nous étions considérés comme d'affreux lulus à la solde des assassins du FLN. La compréhension, il n'y en avait aucune, d'une part de la population, bien entendu. Parce qu'on considérait toujours que la France était intouchable, vu qu'elle apportait la culture aux autres. Et autre point aussi, c'est la presse qui n'a pas du tout, les autorités plutôt, qui n'ont pas pu apprécier l'aspect politique de notre geste. Ils étaient incapables. Le Parti radical m'a envoyé une lettre épouvantable où j'étais le dernier des derniers à la solde de, je ne sais pas quoi, des bolcheviks, etc. Et il y avait une incompréhension totale de notre geste. À l'époque, l'atmosphère de la presse, à part quelques journaux progressistes, dont La Gazette, avec Charles-Henri Favreau, était incapable d'aborder la lutte générale du peuple algérien en dehors de l'émotion, ou je dirais, de l'émotion ou de la... Voilà. Que dire encore? Je crois que j'ai assez parlé. On peut peut-être enchaîner parce que vous mentionnez justement la question de la médiatisation en fait, du conflit. Alors, je pense que c'est le moment de passer la parole à François Vallotton sur ces questions. En fait, j'aurais voulu vous entendre sur... on en a un peu discuté déjà, hein, et on a aussi abordé ce matin la position un peu ambivalente aussi de la Suisse. On insiste beaucoup sur la Suisse, les bons offices, la Suisse médiatrice, mais on a aussi bien vu ce matin que la Suisse, c'est aussi des Suisses qui partent fonder la colonie de Sétif en Algérie et qui participent, ce faisant, à la colonisation. Et c'est aussi un positionnement, pour commencer, plutôt en faveur de la France coloniale. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur quel va être aussi le basculement, finalement, dans la médiatisation du conflit et quels sont les principaux journaux qui jouent un rôle dans l'information et de quelle manière, en fait? Oui. Alors, d'abord, un grand merci quand même aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invité et d'avoir organisé ce colloque. Pour la question de la médiatisation, peut-être une petite chose au préalable, parce que quand on pense médias, on pense tout de suite aux grands médias. On pense à la grande presse, on pense à la radio, à la télévision, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je pense que ce qui est important pour comprendre aussi ce climat intellectuel de ces années 50, il faut penser aussi à des supports qu'on n'a peut-être pas immédiatement à l'esprit. Par exemple, des petites revues. Je pense à la revue Rencontre, qui à Lausanne a joué un rôle très très important. On est avant
le début véritablement du déclenchement de l'insurrection, puisque Rencontre existe entre 1950 et 1953. Mais c'est un ferment extrêmement important du débat intellectuel, avec évidemment des approches qui sont plutôt littéraires, mais qui sont très ouvertes également sur les enjeux de littérature engagée, sur les rapports Est-Ouest, évidemment, mais aussi d'une certaine manière sur les rapports Nord-Sud. Puis ça va se poursuivre à travers d'autres petits journaux. Je mentionne aussi, on est dans le contexte, évidemment, ça a été rappelé, de la guerre froide, l'importance du procès André Bonnard. André Bonnard, un éveilleur extrêmement important pour toute une génération, et notamment pour toute une génération d'étudiants de l'Université de Lausanne. Et à l'occasion du procès Bonnard, il va se constituer un petit groupe de soutien qui va développer avec ses moyens un tout petit bulletin tout à fait confidentiel, avec Michel Buinzeau notamment. Et puis ce petit bulletin confidentiel, il va déboucher sur le journal Contact en 1955, un journal très important comme fédération aussi assez large. Parce que ce qui est intéressant dans tous ces milieux de soutien, c'est qu'ils ne sont pas étroitement politisés. Bien sûr, on trouvera plus de personnes plutôt sur la gauche de l'échiquier politique, même si Marc Pernoud a montré ce matin qu'il faut faire attention avec ces clivages. Et là, c'est la base aussi finalement d'une conscience, d'une prise aussi de conscience de la situation qui déborde, disons, des clivages aussi un peu traditionnels et qui touchent différents milieux. Mais pour reprendre finalement la question, c'est vrai que la presse, elle doit être analysée pour cette période aussi de manière assez fine. Jean, vous mentionniez la Gazette de Lausanne, et c'est vrai qu'on parle toujours de la Gazette de Lausanne en lien avec Charles-Henri Favreau. Mais à la Gazette de Lausanne, il y a 7 ou 8 journalistes qui évoquent les événements d'Algérie avec des positionnements qui sont assez différents. Pas seulement de par leur positionnement politique et idéologique, mais de par le fait qu'il s'agit de correspondants qui sont dans des lieux et dans des capitales différentes. Et que, évidemment, le correspondant à Paris n'aura pas exactement le même point de vue que le correspondant à Alger, à Tunis ou au Caire. On retrouve ces éléments d'ailleurs dans une émission qui pour moi a véritablement été très très importante en termes d'impact. C'est une émission de radio. La radio qui, dans ces années 50, est un des médias qui, en termes d'impact, a le plus d'importance. Et cette émission, c'est une émission d'actualité internationale qui s'appelle Miroir du Temps, dans un premier temps. Miroir du Temps au moment où elle était organisée sous l'égide de Radio Lausanne. À l'époque, il y a les 2 studios de Radio Lausanne et de Radio Genève. Et cette émission, alors que l'actualité nationale est encore très fortement endiguée par les éditeurs de presse qui veulent éviter que la radio n'empiète trop sur leur territoire, la radio a la possibilité, dans le domaine de l'actualité internationale, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de développer finalement un travail rédactionnel de manière plus ou moins autonome. Évidemment qu'il y a beaucoup de journalistes de la presse écrite, on retrouve Charles-Henri Favreau qui y collabore. Et cette émission va avoir énormément d'impact. Miroir du Temps va devenir ensuite Miroir du Monde, émission qui va être co-réalisée par Radio Lausanne et par Radio Genève, et présenter des points de vue qui sont extrêmement différenciés de par la multitude des correspondants, comme dans la Gazette de Lausanne, mais également de par la multitude des différentes voix qui s'expriment au micro. Par exemple, on a un intellectuel comme Jean Amrouche, très important intellectuel, qui, à l'égide de Miroir du Monde, va faire plusieurs interventions sur la réalité, je dirais, politique, mais aussi intellectuelle et philosophique du système colonial, en affirmant une position qui est le contre-Camus, si je puis dire, à cette période-là. Et Amrouche, on va le retrouver de manière assez régulière au micro de Miroir du Monde.
Et c'est assez intéressant parce qu'au début de sa collaboration avec, en l'occurrence, c'est Radio Genève, il travaille encore pour la radio française. Il anime notamment des émissions littéraires, des émissions d'entretien littéraire qui sont extrêmement connues. Et dès le moment où il va commencer à intensifier son activité un peu plus politique sur les ondes de la radio suisse romande, il va être mis à pied de la radio-télévision française en 1959. Autre aspect que je voulais mentionner, qu'on oublie parfois quand on parle de médias, c'est que la Suisse romande, elle est dans l'orbite médiatique française. Hein, donc, alors, Marc Pernoud a rappelé qu'un certain nombre de titres étaient clairement favorables à l'Algérie française, de manière militante. On a évoqué la feuille David Neuchâtel, on pourrait évoquer la liberté. Mais finalement, beaucoup de titres étaient tout simplement dépendants de l'information française, de par leur dépendance des agences de presse, des grandes agences de presse, et notamment de l'AFP. Il faut savoir également que les autorités françaises, ça a été aussi évoqué ce matin, organisaient des visites de journalistes parfaitement orchestrées, où évidemment qu'on leur montrait ce que les autorités, notamment militaires, voulaient bien montrer, et que les journalistes suisses y participaient. Il y a notamment, puisque vous évoquiez le petit travail que je suis en train de réaliser sur les archives, notamment de la radio, une émission où on voit Pierre Cordet, rédacteur de la Feuille David de Lausanne, qui raconte son séjour en Kabylie, où il reprend, mais mimétiquement, manifestement, le script qui lui a tout simplement été mis entre les mains. Et voilà, il reprend tous les chiffres, et évidemment que c'est la mission civilisatrice de l'armée, le rôle de l'armée en termes d'éducation, en termes de soins sur la population, qui est fortement mis en avant. Donc on voit qu'en effet, en regardant les médias, on voit bien cette ambivalence. Et par rapport à cette orbite aussi française, bien sûr qu'il y a l'influence, et puis il y a aussi la réaction, dans la mesure où, par exemple, la radio, par rapport à cette tentative d'orchestration de l'information qui peut être développée par les autorités françaises, ça va leur donner l'idée de développer quand même des reportages qui vont se faire de manière autonome. Et par exemple, un Jean-Pierre Goretta va faire plusieurs reportages sur le terrain, avec notamment un fameux reportage où les balles sifflent dans ses oreilles. Il y a donc des reportages assez poignants sur la réalité de la guerre. Mais Jean-Pierre Goretta, voilà, il se fait, disons, un défi de justement contourner cette espèce de carcan imposé par les autorités françaises pour proposer une information qui est différente. Et puis on retrouvera ça, puis je termine là-dessus, par rapport à un autre élément d'information important, qui va devenir important, c'est un petit clin d'œil à André, c'est évidemment la télévision, qui termine sa phase expérimentale en 1958, donc c'est vraiment le moment de décollage de la télévision. Une télévision qui est également perçue, en tout cas dans la partie occidentale de la Suisse romande, pour les émissions françaises, avec évidemment l'émission de grands reportages françaises 5 colonnes à la une. Et par rapport à ça, la télévision suisse romande développe son magazine de grands reportages, Continent sans visa, avec, dans la période 61-62, plusieurs émissions très engagées qui, d'une certaine manière, se veulent en rupture par rapport au son de cloche qui pouvait être apporté par 5 colonnes à la une. Donc voilà un petit peu comment aussi se font toutes ces interactions et en effet comment il est assez complexe finalement de traduire les positions des uns et des autres, d'autant plus que cette position, elle évolue quand même de manière considérable au cours des années et qu'évidemment la perception, disons, des événements va considérablement évoluer, déjà à partir de 1957, dès le moment où on commence à parler de la torture, puis ensuite avec l'arrivée du général de Gaulle, etc. Merci beaucoup.
Ça m'a fait penser, on a encore assez peu abordé peut-être les épicentres, on pourrait dire, des mouvements aussi de solidarité, de résistance. Et alors, je ne sais pas si peut-être Niels Anderson voulait dire un peu quelque chose là-dessus. Quel était finalement quel était le rôle spécifique de Lausanne, mais aussi de Genève, et que se passait-il du côté de la Suisse alémanique? Oui, je pense qu'effectivement, l'épicentre de soutien et de solidarité avec le FLN s'est trouvé d'abord en Suisse romande. C'est logique. On a parlé tout à l'heure de l'influence naturellement géographique de la France et culturelle de la France sur la Suisse et politique de la France sur la Suisse. C'est ça. Ça n'exclut pas qu'il y ait eu des choses en Suisse allemande, mais beaucoup moindres. Je pense que la solidarité en Suisse a été, elle était logique parce que à la fois le FLN, à la fois les Insoumis et déserteurs avaient besoin d'appui à l'extérieur, que ce soit en Belgique, en Allemagne ou en Suisse. Et donc, pour les réseaux français, que ce soit le réseau Janson, le réseau Curiel, ils ont très vite eu des bases en Suisse. Et il faut saluer, il y a un certain nombre de Suisses qui se sont engagés, et fortement engagés, avec une évolution des choses. Très curieusement, jusqu'à maintenant, on n'a jamais cité, ni ce matin, ni aujourd'hui, le cas du procureur Dubois. C'est le tournant de la politique suisse. Quand Dubois, enfin, procureur de la Confédération, premier procureur de la Confédération socialiste, du reste, il n'y en avait jamais eu avant, se fait convoquer par Guy Mollet, et qu'il lui dit, voilà, nous sommes d'un parti frère, vous nous devez un soutien, une solidarité, etc. Et Dubois, procureur de la Confédération, donne les moyens, par l'inspecteur Ulrich, de tout transmettre à l'ambassade de France, les écoutes que la police suisse fait, entre autres de l'ambassade d'Égypte et d'autres lieux. Et ces informations sont transmises au colonel Mercier, très précisément, qui est l'agent du SDEC et qui sera plus tard le chef de la Main Rouge en Allemagne, donc un officier important du SDEC, et qui transmet les informations à la France. Bon, j'arrête là-dessus. À l'intérieur de l'ambassade de France, il y aura la fuite qui donne l'information que le procureur de la Confédération fournit des informations à l'intérieur de l'ambassade de France par une dame gaulliste qui n'aime pas les socialistes et qui fait informer Serge Michel, qui était membre des réseaux de soutien. Il faut dire deux mots de l'informatrice. Oui. Non, mais oui, alors, oui, il y a plus de secret, je pense, c'est Madame de Miribel. Madame de Miribel, qui était une secrétaire de Gaulle à Londres. C'est elle qui avait tapé le texte du 18 juin. Oui. Après la libération, elle a été quelque temps correspondante de guerre. Oui. Puis, d'une famille très catholique, elle est rentrée au Carmel. Et puis, elle a rejoint le corps diplomatique. Et c'est là qu'elle a été écœurée par le travail des services de renseignement français et qu'elle l'a donné à Serge Michel. Je ne comprends pas comment il l'a donné parce qu'il n'y a pas deux personnages aussi différents. Oui, c'est une amie de Madame de Miribel qui les a invités à un dîner commun. Voilà. Donc, Serge Michel informé, contacte Favreau, parce que c'est le premier contact à avoir, mais la Gazette de Lausanne refuse de révéler la chose, et Favreau dit Serge Michel va trouver Bracci à Genève, et donc c'est effectivement le journal de Genève qui révèle. Le procureur se suicide, l'affaire est très grave, la Suisse se sent humiliée par le fait d'avoir été trahie, du reste, par une telle demande du gouvernement français, et ça va beaucoup changer les choses pour tous les réseaux de soutien et tous les insoumis déserteurs comme changement psychologique. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de surveillance après, mais il n'y a plus beaucoup d'expulsions, en tout cas, et les choses changent beaucoup pour les réseaux de soutien. Donc, dans ce contexte-là, il faut saluer, je tiens à le dire, parce que malheureusement, et c'est souvent comme ça dans l'histoire, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent et qu'on cite en référence, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont fait ça. Il y a beaucoup de Suisses dont les noms restent inconnus,
qui ont fait du travail formidable, qui ont aidé, qui ont passé des frontières, le matériel, qui ont passé des militants algériens, qui ont passé des Algériens qui s'étaient évadés de prison, qui sont entrés en Suisse, et qui les ont ensuite hébergés, etc. Il y a eu la même chose pour les insoumis et déserteurs. Il y a eu un bon nombre de Suisses à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel et dans le Jura qui ont fait ce travail-là. Et pour beaucoup de noms, ils restent inconnus et oubliés. Et ça, c'est une chose très regrettable, parce que sans eux, sans leur anonymat et sans leur engagement, eh bien, le soutien aux Algériens aurait été beaucoup plus difficile. Je dis toujours, l'Algérie, sans les réseaux de soutien, serait indépendante, mais ça aurait été plus difficile. C'est tout. Je voudrais juste rajouter très court, c'est quelque chose qui s'est passé à Lausanne, que moi j'ai appris beaucoup plus tard. C'est la femme de Buache qui publiait un journal anticolonialiste, mais elle ne faisait pas que ça. Elle était en relation avec un collègue suisse-allemand et ils étaient reliés avec un Allemand, qui est un personnage incroyable, qui avait dit « il y a beaucoup dans la Légion d'Allemands, de gens de langue allemande. Il faut les faire déserter. » D'ailleurs, Le Monde en a parlé, mais c'est très peu connu ces jours. Et ils ont fait déserter 4000 personnes, hein, dont des Suisses. Et là aussi, il y a eu un procès à Zurich, comme on fait pour tous les gens qui ont servi dans une armée étrangère. Et on leur a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait? Et ça a été accablant. C'est un deuxième point avec l'affaire Dubois, je pense, qui a joué pour le conseiller fédéral Petit-Pierre. C'est la Fédération de France qui a organisé ça, parce qu'à l'époque, la France avait dans la zone française, qui restait la zone française, on était juste après la guerre, il y avait des postes d'enrôlement dans la Légion étrangère pour enrôler les Allemands à partir pour la guerre d'Algérie. Ce qui ne plaisait pas aux Allemands. Donc, c'est la Fédération de France qui a organisé ça. Et la Suisse était une base arrière, à Zurich principalement. Marine Baden-Bremagne reportait ça. Voilà. Mais c'est à Zurich qu'il y avait le centre de ça, parce qu'ils faisaient appeler des Allemands à déserter. Ils ont appelé sous un Allemand. Et ça a été là un point où je disais la Suisse allemande aussi était active. C'est le cas de la désertion des Allemands enrôlés dans la Légion étrangère par les services français, par les postes d'enrôlement français. C'était ma question suivante. En fait, je voulais revenir là-dessus. Donc, c'est parfait que vous l'ayez fait spontanément. Voilà, sur ces moments de bascule qu'ont été aussi bien l'affaire Dubois que ce procès à Zurich, ou encore la position de Petit-Pierre qu'on a déjà abordée ce matin, donc sur laquelle on va pas revenir ici, mais qui a joué aussi un rôle. Peut-être, alors. J'aurais voulu revenir aussi un peu plus sur le fonctionnement de ces réseaux en Suisse. Et peut-être vous repassez la parole, Rémi Baudouis. Vous dites notamment dans votre article sur l'émigration algérienne en Suisse que les engagements des Suisses bénéficient fortement des réseaux qui s'étaient progressivement structurés en France pour la défense des nationalistes algériens. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots, en fait, plus concrètement, comment ça se passe ? Entre les réseaux et les populations. On voit, alors, je le ferai toujours par référence à ce qu'on voit dans les archives suisses, mais on voit dans les archives suisses une attention importante, effectivement, des rapports de police sur ces relations, c'est-à-dire la définition de la question du soutien. Surtout après, dans la dernière période. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Mais on voit effectivement que la police s'inquiète des relations construites et qui peuvent se faire avec la population et la résonance que trouve du coup la cause algérienne au sein de la population. Alors après, je ne peux pas vous dire, parce que je ne l'ai pas revu, mais à partir de quand ce basculement se fait, mais on le voit se faire en tout cas après 57, autour de 57-58, où là, il y a la sensation évidemment que pour la police, le dossier est d'autant plus complexe qu'il y a un lien d'autorité ou de connivence qui se fait progressivement au sein de la population. Et ça, on le voit énoncé. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup.
Bon, j'avais encore plein de questions, mais je vois que le temps file à toute vitesse et il faudrait qu'on laisse un moment de discussion. Alors, peut-être avant d'ouvrir la discussion à la salle, parce qu'il y aura sûrement aussi des gens qui aimeraient intervenir, j'aurais juste voulu terminer en rebondissant sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Niels Andersen, et ce que vous dites aussi dans le texte que vous avez écrit pour le livre collectif, hein, la question des oubliés et des gens qui restent dans l'ombre, soit qui ont toujours été dans l'ombre ou qui ont été oubliés. Et peut-être je vais vous donner la parole à chacun si vous avez envie de dire quelques mots justement pour jeter de la lumière sur quelques personnes oubliées. On a notamment très peu abordé le rôle des femmes. Alors vous avez mentionné le rôle de l'épouse de Freddy Buach. Alors voilà, si vous voulez peut-être chacun à votre tour, et je commencerai avec François Leton, si vous avez envie de dire un mot là-dessus. Je pense que ce serait une jolie manière après d'ouvrir la discussion avec la salle. Oui, en effet, pour peut-être un autre épisode autour de Marie-Madeleine Brumagne. Donc, c'est elle qui notamment a transmis un film qui a été réalisé par l'ALN au début des années 1960, qui est un document assez étonnant, donc qu'elle a pu obtenir par un réseau de porteurs de valises et qu'elle a transmis à François Bardet, qui en a fait le mixage de manière plus ou moins discrète, mais enfin ce film a pu passer sous l'égide de Continent sans visa. Il s'appelle Au Djebel et c'est un témoignage quand même assez étonnant d'une source de l'ALN sur les conditions d'entraînement. On le perçoit assez mal aujourd'hui parce que malheureusement il est sans bande sonore, mais c'est un élément assez incroyable et c'est vrai que quand j'en parle à mes collègues historiens des médias en France et qu'ils voient ce film, ils se disent oui, bon là il y a quand même un changement assez incroyable par rapport à ce qui pouvait être délivré comme information en France. Donc voilà aussi la nature aussi de ce travail souterrain qui n'a pas laissé beaucoup de place. Cet épisode-là, il a été vraiment ressorti de l'ombre par une historienne et c'est quelque chose qui a pas laissé beaucoup de traces. Donc je suis assez sensible à ce qu'a dit Niels et ça m'a beaucoup frappé aussi pour avoir travaillé sur les différentes émissions de la TSR qui sont les émissions commémoratives en fait des accords d'Évian depuis 62. En fait, vraiment chaque décennie, on a cette mémoire du conflit qui se constitue à travers ces sources. Et c'est assez frappant de voir qu'en effet, alors il y a une histoire qui est un peu immuable et qui fait intervenir un peu toujours les mêmes personnes, mais en même temps, ces sources sont intéressantes parce qu'elles font apparaître également d'autres personnes. Elles montrent justement l'éventail extrêmement large de ces réseaux de solidarité avec des gens qui, encore une fois, n'étaient pas des gens politisés, et qu'il y a des gens qui ont manifesté à ce moment-là une indignation, un sentiment d'injustice, une volonté de participer finalement à ce qui leur semblait un élément tout à fait fondamental de la réalité de l'époque. Et ça, je pense que c'est une dimension importante et que d'en permettre de rendre compte notamment les sources audiovisuelles. Rémi Baudoui. Oui, moi je rappellerai que j'avais trouvé, j'ai un petit passage dans l'article que j'ai écrit sur El Moudjahid du 5 février 60, où on a une description extraordinairement intéressante de comment on doit arriver en Suisse, côté Genevois. Et il est décrit comment on arrive à la gare d'Annemasse, puis de la gare d'Annemasse, comment on va de la vallée de l'Arve, on va à Saint-Cergue, et puis ensuite le fugitif, comment on doit se rendre dans une maison, et de la maison, comment on attend le passeur, et du passeur, comment on traverse le bout de rivière, et puis on arrive à Ambilly. Donc là, on voit aussi effectivement une organisation spatiale, territoriale très, très affinée, très subtile, puisqu'on peut passer des informations directement à travers le journal pour arriver à vivre sa vie de fugitif. Mais il y a des acteurs de ce passage. Et ces acteurs, on n'en sait plus rien aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire de la mobilisation, je dirais, quotidienne, peut-être une micro-histoire qu'il faudrait faire. Mais j'ai presque envie de dire que cette micro-histoire, il faudrait aussi la faire en Algérie. Parce qu'au fond, elle est aussi propre à l'histoire de l'engagement des Algériens et elle manque aujourd'hui de façon tragique par rapport aux grands faits et aux grands récits. Il y a une micro-histoire qu'il faudrait faire et qui va être d'autant plus difficile à faire que, évidemment, les acteurs de cette histoire disparaissent les uns après les autres.
Merci. Jean Mayera, vous voulez peut-être dire un mot aussi sur cette question? Je n'ai pas mentionné en fait l'attente des militants au sein de la prison. Parce que leur lutte, la lutte de tous, a abouti à l'indépendance, mais ils imaginaient une Algérie sociale. Ils imaginaient un pays profondément démocratique. Et en ce sens-là, vous savez tous que malheureusement l'histoire est un peu différente. Merci. André Gaziou. Oui, il y a quelqu'un enfin, beaucoup de gens sont décédés, mais il y a par exemple, il y avait à Genève un homme extraordinaire, syndicaliste, anarchiste, c'est Bossiguer, et qui a fait un nombre de passages clandestins. Je ne sais plus s'il avait été de la résistance française ou ce qu'il a fait la guerre d'Espagne, mais enfin, il avait de l'expérience. Il y a aussi le pasteur Rouget. Le pasteur Rouget qui a vraiment été très inquiété et c'est devenu un lieu de passage. Et d'ailleurs, je crois que quand Diego Masson arrivait, quand il s'est fait coper, il s'est fait prendre, c'était un musicien qui est devenu très célèbre, Diego Masson, et il s'est fait prendre à Annemasse et c'était le pasteur Rouget qui devait le faire passer. Enfin, voilà. Il y a la famille et surtout Madame Vichniac, qui était correspondante du Monde, qui a joué un grand rôle d'intermédiaire. Et puis, je voudrais vous dire aussi, c'est qu'à titre individuel, que ce soit dans les réfractaires, que ce soit en Suisse, beaucoup d'hommes et de femmes étaient juifs d'origine juive. Et pour eux, c'était un peu comme pour nous. Nous ne serons pas complices, nous ne serons pas les nazis des Algériens. Et là, c'est une des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de camarades, hommes et femmes, juifs, dans les réseaux, dans l'engagement, et en Allemagne, et en Italie. Hein. Voilà. Eh bien, je voulais leur rendre hommage, alors qu'ici, dans ce colloque, c'est d'arriver à une mémoire commune, s'il est possible, mais en tout cas dans une réconciliation des uns et des autres, parce que beaucoup qui sont ici ont souffert, d'une part ou d'une autre. Oui, j'avais l'intention, effectivement, tu as bien commencé, de terminer par justement ces oubliés dont on a parlé tout à l'heure. Je me concentre d'en énumérer quelques-uns. Jean Baudin, qui était un horticulteur, qui était le grand passeur sur la frontière neuchâteloise. André Bossiguer, tu l'as cité, bien sûr. Henri Cornaz a déjà été cité. Il y a Madame Dumuy, à Genève, qui était un lieu de repli et de refuge pour beaucoup. Il y a les deux sœurs Gréter, Fanny et Marcel, deux personnes qui étaient déjà engagées au moment de la guerre d'Espagne, pendant la résistance, pour la question de la Grèce après, et qui ont été un lieu très important où s'est tenue pendant une semaine une réunion secrète de la Fédération de France du FLN, qui s'est réunie à Genève, dans leur maison, et qui ont beaucoup contribué. Il y a eu Pierre Kéline, qui était prêtre et aumônier des étudiants, dont le rôle est essentiel, par exemple, sur la question des banques suisses. Oui. Et il y a, je citerai encore Juliette Pilet, la sœur de Suzy Pilet, que les Lausannois connaissent bien, qui a hébergé beaucoup d'Algériens et parmi les plus recherchés. Et je citerai encore deux personnes. Katinka Furuchelm, qui est une Finlandaise, qui était très utile parce qu'elle portait les messages en finlandais. Et c'était assez intraduisible pour beaucoup de policiers. Et puis, je citerai en dernier Jean Ganguin, qui était l'imprimeur de tous les livres saisis, enfin que j'ai réédités, qui avaient été saisis, qui n'était pas quelqu'un de gauche, qui était un imprimeur, mais qui avait une autre conception de son métier d'imprimeur sur le droit d'expression et de la liberté d'expression, et qui, bien malgré tous les ennuis de la police
qui essayait de le freiner à imprimer et rééditer les choses, n'a jamais cédé jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup à vous tous pour ces témoignages vraiment extrêmement passionnants et enrichissants. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. J'imagine, Sarah, on peut dépasser de 5 minutes peut-être. Ouais. Alors, disons un quart d'heure si nécessaire, pour des éventuelles questions ou des réactions dans la salle. Est-ce que quelqu'un aimerait intervenir? Oui. Je crois. Alors, il y a une personne au deuxième rang, et puis, je ne sais pas qui a levé la main en premier, par contre. Ouais, il y a beaucoup de monde qui se lève. Ouais. Peut-être, alors, je vous propose de prendre, disons, 2 questions de suite. On laisse répondre, et puis après, on reprend 2 questions de suite. Comme ça, tout le monde a le temps de poser au moins le maximum de personnes auront le temps de poser des questions. On vous écoute, monsieur. Merci beaucoup pour votre témoignage, chacun de vous. Je trouvais ça très touchant et très intime. J'ai une question particulièrement pour Jean Mayera à propos de certaines façons d'exprimer votre approche anticoloniale. J'entends énormément de belles choses à propos de la légendaire formule de l'autodétermination des peuples, le droit des peuples à choisir pour eux-mêmes, que je trouve fantastique à titre personnel, mais bon, ça c'est que moi. Vraiment, je suis sûr que cette conviction n'est pas partagée par tous aujourd'hui. Est-ce qu'elle serait également, à votre sens aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment la question qui va se poser d'ici les 5 prochaines années, est-ce qu'elle serait également entendable, cette question de l'autodétermination des peuples vis-à-vis de la Corse, par exemple, des Basques ou des Bretons? Est-ce que vous, en tant que militant anticolonialiste, seriez prêt à prendre part à cette aventure indépendantiste bretonne, corse et basque? Alors, il y a une deuxième question. Et puis, la question, c'est qu'est-ce que vous soutenir le mouvement indépendantiste ou est-ce que ce serait autre chose pour vous? Je peux poser ma question? Alors, merci pour ce débat. Je vais essayer d'être très rapide en termes de petite histoire. Je m'appelle Meditna, je suis lausannois, à moitié algérien, délégué des Verts suisses, candidat au Grand Conseil demain, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est... Voilà, je suis petit-fils d'un militaire algérien qui était dans l'armée française, qui a fui, qui a déserté avec femme et enfants. C'était mon grand frère. Et qui est venu en Suisse, mais il n'est pas resté, puis il est allé en Égypte, puis en Tunisie, puis après il est rentré en Algérie, et puis il a contribué à construire l'armée algérienne qu'on connaît maintenant. Ma question est toute simple, c'est que j'aimerais entendre M. Valtan et peut-être M. Bauduit par rapport au rôle réel, officiel de la Suisse par rapport à la question algérienne, parce qu'on a lu, on a entendu, et surtout lu aussi, que l'intérêt à la question algérienne était de la part du DFAE et à sa tête Max Petitpierre, qui était mu par un certain opportunisme par rapport à la question que le fait que la Suisse était un peu isolée, ce qui était lié à son rôle durant la Seconde Guerre mondiale. Elle voulait sortir de son isolement. Elle était dans le collimateur de certaines puissances comme les États-Unis par rapport au, voilà, avec le régime nazi. Et cette question de revenir un peu sur la scène internationale, elle a essayé d'exploiter cette question algérienne et un peu ouvrir. Vous aviez parlé de mensuétude par rapport aux militants, mais avant, ce n'est pas le cas. Et puis après, tout est ouvert. J'aimerais vous entendre par rapport à cette question. Merci. Ces 2 questions, Jean Mayera, pour ou contre l'autonomie des peuples corses et basques? Vous voulez répondre à la première question qui vous a été posée? La question, si je l'ai fait très résumée, la question c'est quelle serait votre position par rapport aux volontés d'autodétermination et d'autonomie des populations basques ou corses, par exemple, ou est-ce que ce serait quelque chose de différent, ou catalane? C'est difficile à répondre. C'est très difficile. Ça marche? C'est difficile à répondre. D'ailleurs, je ne connais pas dans le détail la situation de ces mouvements de libération ou de conquête de je ne sais pas quelle indépendance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je vais entrer dans ma 94e année, donc ce n'est pas le moment d'aller traîner ses guêtres. Voilà.
François ou Rémi Baudouis, vous voulez répondre à la deuxième question? Bon, c'est une immense question. Je renvoie aux travaux de Marc Pernoud qui a vraiment travaillé sur ce sujet. Mais disons, je crois que évidemment la politique étrangère de la Suisse, elle doit être replacée dans ce contexte qui a été rappelé ce matin, hein, avec notamment cette question de la solidarité, de la disponibilité, hein, qui est mise en avant, qui, chez Petit Pierre notamment, répond à une volonté qui est une volonté sincère, hein, et avec une volonté humaniste qui est absolument claire, on l'a évoqué ce matin, et en même temps ça s'inscrit, disons, dans une politique plus générale qui est liée évidemment non seulement à la défense, disons, des intérêts politique et la défense de l'image à l'extérieur de la Suisse, mais également à des intérêts qui, par rapport à la politique de neutralité de manière plus générale, recouvrent également des enjeux qui sont des enjeux commerciaux, économiques, qu'il faudrait également explorer pour la question algérienne également. Donc, tout ça, évidemment, fait partie d'un contexte très, très large. Encore une fois, ce serait, je pense, une vision un peu faussée de simplement voir cette politique de neutralité comme un pur machiavélisme sous l'angle de la simple dimension instrumentale. En même temps, voilà, la Suisse doit montrer cette politique un peu volontariste d'ouverture qui doit évidemment représenter aussi un certain nombre de gains à long terme par rapport au positionnement de la Suisse sur la sphère internationale. Oui, je crois qu'il faut quand même dire que la politique de la Suisse en matière effectivement de relations internationales et cette politique de neutralité active n'est pas sans risque. Ce n'est pas une position si confortable que ça. L'exemple même du règlement de l'affaire algérienne le montre parce que, d'abord, je pense que Petit Pierre, on ne peut pas le suspecter d'intentionnalité cachée, masquée. Ses élans de cœur sont complètement évidents et sincères. Mais deuxième chose, c'est que quand la Suisse ensuite négocie les accords d'Évian, la réflexion se pose, alors l'intentionnalité autre, qui est de se dire on a tiré des bénéfices. Et on a tiré des bénéfices au point même que, première chose, on ne va pas demander au gouvernement provisoire algérien de nous rembourser les frais de tout ce qu'on a avancé. On va leur faire un cadeau. C'est intéressant. Mais 10 ans plus tard, la situation s'est totalement renversée. Parce que quand Boumedienne a pris le pouvoir et effectivement que Ben Bella est en Suisse, là, la conjoncture n'est plus la même. Boumedienne convoque l'ambassadeur et lui dit « Comment se fait-il que vous gardiez Ben Bella, que vous ayez pris Ben Bella en Suisse ?» Maintenant, et les relations économiques vont s'effondrer. C'est-à-dire que la Suisse devient à ce moment-là non plus un allié de l'Algérie, mais un ennemi. Parce qu'effectivement, les opposants sont tous partis en Suisse. Donc je veux dire, ce n'est pas une politique aussi facile que ça. Donc on peut effectivement penser en termes de dualité, mais au fond, cette dualité, elle implique des enjeux et des stratégies politiques qui peuvent aussi se retourner contre les intérêts de la Suisse à terme. Oui, une autre chose à souligner, c'est qu'il y a une réciprocité du côté de la politique de la Suisse, mais du côté du FLN aussi. Lorsque Tayeb Boularouf crée le petit bureau en Suisse, qui ensuite peut devenir, non pas comme c'était à Rome ou à Bruxelles ou à Bonn ou à Londres ou ailleurs en semi-ambassade. La Suisse, ça reste plus discret, mais il y a quand même une reconnaissance d'un représentant d'une organisation du FLN en Suisse. Le premier, c'est Omar Kodja, ensuite ce sera Moussa Boudiaf. La Suisse reconnaît implicitement, mais ça implique de l'autre côté, du côté des Algériens, un engagement. Pas d'incident chez nous. Pas d'incident chez nous. Et là, la discipline FLN joue un rôle essentiel dans l'encadrement des immigrations. Et cette ouverture va assez loin. Le siège de l'UGMA à Lausanne, le siège de l'Union des générales des étudiants algériens est à Lausanne. C'est à Lausanne qu'est signé un communiqué commun
entre l'UNEF, les délégués de l'UNEF, de la Fédération de France des étudiants français, et de l'UGMA algérienne. C'est le seul communiqué commun publié pendant toute la guerre d'Algérie entre une organisation française et une organisation algérienne, disons, de type important, comme l'UGMA, ou syndical, ou politique, etc. Il n'y en a pas eu d'autres, signé à Lausanne. Donc tout ça, il y avait aussi, du côté algérien, la discipline nécessaire pour ne pas avoir de problèmes qui puissent nuire à cette présence et cette reconnaissance d'une présence algérienne en Suisse. Il y avait encore, je crois, 2 questions. En tout cas, on n'aura pas tellement le temps, malheureusement, pour plus que 2 questions. Mais oui, allez-y. Oui, allez-y. Qui a évoqué les différents passeports et l'un des passeports qui n'était pas apprécié ou n'était pas bien aimé. Et nous sommes dans les coulisses des accords d'Évian. Les coulisses des accords d'Évian, parce que le procureur général de la Confédération helvétique n'était pas de la partie. Il ne pouvait pas être de la partie parce qu'il s'est suicidé. Oui, son nom il a été cité. Parce que le groupe de personnes qui étaient dans les frontières algéro-marocaines, qui ont pris l'avion du prince héritier destination Le Caire. Et là, le panarabisme en gestation. C'est là le rôle de la Suisse. Les écoutes, les autorités suisses, ils avaient transmis aux autorités françaises et il y avait l'interception de l'avion. Mais pour aussi, le militantisme anticolonialiste, c'est un nom commun, il peut être un nom commun, comme le terme harki est devenu un nom commun, parce que les supplétifs de l'armée française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient des réservistes pour l'éventuelle Troisième Guerre mondiale. Mais il ne va pas y avoir Troisième Guerre mondiale. Il y a une décolonisation qui est à l'horizon et l'indépendance en processus. Et il y a aussi certaines personnes qui sont engagées avec l'armée française. Mais certaines personnes qui, une fois l'indépendance acquise, ont regagné la métropole, ils étaient connus par Français musulmans. Ce terme harki est devenu récemment commun, et jusqu'aux années 80. Mais je voudrais dire aussi, militantisme anticolonialiste, c'est aussi propre aux natifs d'Algérie, parce que les natifs d'Algérie, ils étaient engagés aussi contre l'État colonial. Et une fois l'indépendance acquise, ils ont continué à vivre en Algérie, parce que s'ils vivaient en France, ça signifie qu'ils vont reconnaître l'État colonial, ils vont payer les impôts. Et voilà, Cholet, un exemple, à la vie et à la mort. Mais je voudrais dire, voilà, militantisme anticolonialiste, était-il uniquement, exclusivement militantisme communiste? Merci. Et on prendra une dernière question. Voilà, madame. Oui, je voudrais en tout premier remercier tous les témoignages qui nous ont permis de revivre un peu cette période. Mais je voulais quand même, à titre personnel, mais aussi en tant que militante anticoloniale, dire à quel point nous sommes redevables pour l'engagement dans toutes les luttes coloniales, combien nous sommes redevables, la génération d'après, du rôle que chacun de vous, et je pense aussi à Jacques Pousse, je pense à Dildar Fauzi, à tous ces gens qui nous ont amenés à réfléchir au sens même de cette occupation coloniale de la Palestine, qui ne nous ont jamais laissé partir dans des choses beaucoup plus plaisantes. Je pense en particulier à monsieur Jacques Pousse, qui a écrit un livre qui s'appelle Henri Dunant, l'Algérien, et qui pose cette question du colonialisme français, en l'occurrence en Algérie, mais qui devait aussi se poursuivre dans ce qui a été après la question palestinienne. Donc voilà, moi je voudrais apporter ce témoignage et vous dire combien vous avez été important pour nous, la nouvelle génération qui avait tant à apprendre de vous. Merci beaucoup. Pour votre intervention. Alors peut-être pour répondre à la question, puisque madame c'était plus un témoignage qu'une question, qui veut répondre sur la question de l'anticolonialisme est-il communiste, pardon? Est-ce que André Gazu ou Niels ou Jean Mayra voulaient dire quelque chose? J'ai déjà pas mal parlé. D'accord. Alors André Gazu peut-être? Je crois que ici ou madame, on se retrouve dans l'anticolonialisme, c'est certain, c'est notre ciment. Et sur la question du communisme? Il y a quand même toute l'histoire des chrétiens, des chrétiens qui, à travers la revue Esprit, à travers Manuel Mounier, quand même se sont engagés contre le colonialisme. Et ne sont pas des communistes.
sont même anticommunistes. Ils sont profondément anticommunistes en tant que chrétiens. Ils sont des chrétiens de gauche, ils sont anticommunistes, ils dénoncent la dictature, ils dénoncent les dictatures marxistes, mais en même temps, ils sont anticolonialistes. Et ils sont faits des rapprochements aussi en tant que chrétiens, par instant, en tout cas, avec des moments donnés, avec les communistes dans la lutte anticoloniale. Donc il y a bien une tradition aussi chrétienne anticoloniale. C'est vrai que dans les réseaux de soutien, c'était très, très frappant, parce que c'était très particulier. C'était la rose de Reseda. Il y avait les chrétiens, il y avait les communistes, il y avait les anarchistes, il y avait les non-violents, et on travaillait en commun sans jamais poser la question ce que l'autre était. Hein? D'abord, on ne savait jamais qui était l'autre souvent, et on se contactait souvent pas. Je peux citer un exemple. Les éditions étaient à 100 mètres de la Gazette de Lausanne. Je n'ai jamais rencontré Favreau. Jamais rencontré Favreau pendant la guerre. Hein? On ne se voyait pas. J'ignore, je ne suis jamais rendu au siège ouvert par Tayeb Boularouf. Jamais été dans cette maison-là. Hein? Donc, mais il y avait une communauté anticolonialiste d'esprit et de conception du monde, de la société, de l'évolution et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui faisait qu'on travaillait en commun sans jamais se poser la question à quelle était l'appartenance. Hein? Oui. Je pense que la notion de communisme a beaucoup évolué depuis la fin de l'URSS. À l'époque, la participation disons, marxistes a été très importante quand même. Mais je pense que l'aide la plus importante pour l'issue militaire, elle est venue des pays communistes. Je pense que c'est eux qui ont apporté une aide efficace pour l'issue de la lutte. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Sarah pour conclure la séance. Les bras chargés. Merci beaucoup. Et regardez, André, ce qu'on a mis dans le fond. Une photo que vous avez prise vous-même. Alors, ça, c'est à Bois d'Avaux. Vous avez au milieu Reda Malek, qui s'occupait de la presse, mais qui était aussi un négociateur à Éviran 2. Je ne sais pas qui est l'homme qui est là, mais il ne faisait pas partie des négociations. Et ça, c'est le docteur Bentami, qui représentait le Croissant Rouge auprès du CICR. En fait, c'était officieux, puisque le Croissant Rouge algérien, évidemment, n'existait pas. Donc, c'était un accord fluide pour le contact avec, c'était Bentami, avec le CICR. Certains, même toi, pensent qu'il a joué d'ailleurs un rôle beaucoup plus important qu'on ne croit. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, André. Vous nous avez... J'aimerais voir toute la délégation. Oui, alors on a bien... Donc effectivement, alors pendant la pause, on va projeter les autres photos que vous avez faites et que vous nous avez mis à disposition. Elles seront diffusées sur cet écran-là pendant la pause, mais là, on n'en a qu'une pour vous donner un aperçu. Aussi pour vous dire que les témoignages d'André Gazu et de Nils Anderson sont à retrouver dans notre livre collectif. Donc on a co-dirigé avec Asni Abidi aux éditions Éric Bonnier. C'est sur la table de Payot là derrière. Merci à vous. Merci d'être venu, notamment Nils Anderson, vous êtes venu de Paris. Merci beaucoup Stéphanie Ginelski. Aussi pour vous dire que François Vallotton a fait un remarquable travail de fouille archéologique dans les archives. On n'a pas eu le temps de montrer un extrait aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir sur le site de Notre Histoire et des archives de la RTS où vous retrouverez beaucoup de documents, d'archives, de photos, de vidéos. Vraiment, c'est très riche. Allez voir. Je crois que le lien est aussi dans le programme que vous avez dû recevoir et merci beaucoup pour ce travail-là. Donc on fait une pause normalement de 30 minutes, on va la raccourcir un petit peu, mais je propose qu'on
recommence à -20 si vous êtes d'accord pour la 3e session sur la transmission des mémoires et construction identitaire. Voilà, petite pause café, les toilettes sont de ce côté-là sur la droite. Merci beaucoup à tous.